Marie-Hélène, enlevée à notre affection à l'âge de 22 ans. Dans les cimetières, les inscriptions se ressemblent. Quelques mots dorés gravés dans la pierre, quelques mots qui tentent de résumer une vie entière. Derrière chacune d'elles, il y a une histoire, une famille, des souvenirs, mais parfois, certaines épitaphes ne racontent pas seulement une perte. Elles sont la trace d'une énigme qui pendant plus de 20 ans est restée sans réponse, et qui n'a toujours pas dévoilé tous ses secrets. Parce que Marie-Hélène a été sauvagement assassinée, puis abandonnée dans un amas de déchets, atrocement mutilée. Lorsque les enquêteurs la découvrent, elle n'a plus de tête, ni main, et ses organes sexuels ont été emportés. La scène est telle qu'aucun de ceux qui l'ont vue n'ont jamais pu l'oublier. Jamais. Et dans les rangs de la police, une certitude s'impose, il a recommencé. Parce que non, Marie-Hélène n'était pas la seule. Entre le milieu des années 90 et le début des années 2000, plusieurs jeunes femmes disparaissent dans le secteur de la gare de Perpignan. À chaque fois, sans témoin, sans lutte apparente et sans laisser aucune trace derrière elles. Comme si elles s'étaient volatilisées. Toutes se ressemblent, elles sont jeunes, brunes, typées méditerranéennes, jolies. Elles s'appelaient Tatiana, Mokhtaria, Marie-Hélène et Fatima. 4 vies interrompues, 4 trajectoires stoppées net. À Perpignan, on les appelle désormais les disparus de la gare. Très vite, une idée s'impose, celle d'un prédateur. Quelqu'un qui observe, qui choisit, qui attend. Dans la presse, certains évoquent un tueur méthodique, insaisissable. Un Jack l'Éventreur moderne, opérant loin des ruelles sombres du Londres d'époque, mais selon une logique tout aussi incompréhensible. Et puis, il y a cette gare. Ce lieu qui, peu à peu, devient synonyme d'angoisse. Des décennies plus tôt, le célèbre peintre Salvador Dali affirmait que la gare de Perpignan était le centre cosmique de l'univers. Une sorte de point de convergence, un endroit où, selon lui, les forces invisibles se rencontrent. Au fond, pour les familles, il n'avait pas tort. Cette gare est devenue un véritable trou noir, un lieu qui aspire les vies, sans bruit, sans lutte et sans jamais rien rendre. Un vide où la vérité finit par se perdre, mais le lien avec Dali dépasse la simple philosophie. Sa déclaration, longtemps perçue comme une excentricité d'artiste, revêt à la lumière de cette affaire un tout autre sens. Parce que derrière la légende, il y a des coïncidences qui glacent le sang. Des similitudes troublantes entre certains tableaux du peintre et les scènes de crime. Alors, simple coïncidence ou élément clé d'une énigme bien plus vaste, pendant des années, la justice a chassé un fantôme. Pendant des années, les enquêteurs vont suivre des pistes sans jamais parvenir à démêler les fils, sans jamais trouver la vérité. Face à eux, ils en sont sûrs, ils ont plus fort qu'eux. Il n'y a pas d'autre explication, leur homme est méthodique, intelligent, malin, capable de tromper son monde, et surtout, il est joueur. Un maître dans l'art du crime, digne des plus grands criminels de thriller. Cette certitude, elle va devenir le moteur de l'enquête, mais aussi son plus grand angle mort. À force de chercher un génie du mal, les enquêteurs ont fini par oublier de regarder ce qu'ils avaient sous les yeux. Et si l'ombre qu'ils traquaient n'était pas celle d'un maître du crime, mais celle d'un homme tellement banal qu'il en était devenu invisible. Il y a des affaires qui ne laissent pas indemnes, des affaires qu'on ne peut pas laisser derrière soi, et celle que je vais vous raconter aujourd'hui en est une. Chapitre 1, un massacre au cœur de la ville. On est le 21 décembre 1997. Ce dimanche matin de vacances scolaires, le calme est revenu sur Perpignan. Dans la nuit, une tempête d'une rare violence a frappé la région. Le vent est désormais tombé, la pluie s'est enfin arrêtée et Perpignan se réveille doucement. Dans les rues, les décorations de Noël sont toujours là, l'air est paisible, presque chaleureux, et dans 4 jours, les enfants ouvriront leurs cadeaux et les parents digéreront les excès du réveillon. Rien ne laisse encore imaginer que quelques heures plus tôt, pendant que la ville dormait, un drame s'est joué dans l'indifférence la plus totale. Une habitante regarde dehors presque machinalement.
Un simple geste qui va démarrer l'une des plus grandes épopées judiciaires françaises. En face de son immeuble, un terrain en friche. Un espace vide, sans vie, qu'elle a l'habitude de voir sans vraiment y prêter attention. Depuis sa fenêtre, rien ne s'y passe jamais. Mais cette fois-ci, elle s'arrête net. Quelque chose cloche, plus exactement une forme qu'elle n'avait jamais remarquée. Elle croit d'abord à une erreur, une simple hallucination, mais le doute persiste. En descendant sur place, il disparaît. Devant elle, le corps d'une jeune femme. Elle est nue, immobile, sans vie. Quelques heures plus tard, les premiers policiers arrivent, puis d'autres, et encore d'autres. Ils sont partout à l'affût du moindre indice. Le terrain vague est devenu une scène de crime, et le calme du quartier disparaît pour longtemps. La victime est quant à elle scrutée, et les constatations ne tardent pas à venir. Elle a les cheveux noirs et bouclés, et elle est plutôt grande, plus d'1,70 m. Le corps nu est allongé, face contre terre, les bras écartés. Autour d'elle, un tampax, un foulard et un ticket de bus. Rien de plus. La prise est plutôt maigre, mais en examinant le sol, les enquêteurs remarquent autre chose. Le sang dans la terre est sec. Pas si abondant, et il ne se trouve pas sous le corps. Il est plus loin et surtout, il est accompagné d'une traînée qui traverse la végétation. Une conclusion s'impose, le corps a été déplacé avant d'être abandonné ici. Pour l'instant, rien ne distingue cette scène de crime d'une autre. Les policiers suivent la procédure avec la distance que leur impose le métier. L'ambiance est donc à la concentration et au professionnalisme et non pas à l'émotion. Mais au moment même où la victime est retournée, tout bascule. Les hommes de la police passent du drame malheureux à l'horreur la plus totale. Plusieurs ont la nausée, même les plus expérimentés sont choqués, sidérés par ce qu'ils ont sous les yeux. Cette image, elle restera gravée en eux. Le procureur, lui, fait un malaise, et pour cause, le corps a été lourdement mutilé. Toute la partie génitale de la victime a été retirée, et ses seins ont été coupés. C'est un véritable massacre, un crime d'une haine sans nom. En réalité, si le procureur tourne de l'œil, c'est pas uniquement à cause de l'état du corps, c'est parce qu'il connaît la victime. 2 ans plus tôt, il avait accepté la demande de cette jeune femme déterminée en autorisant son placement au foyer. Cette jeune femme avait un nom, Mokhtaria Chaïb. Elle avait 19 ans. À la morgue, l'examen du corps soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Premier point qui interpelle les examinateurs, c'est que le corps est propre, anormalement propre. Tout laisse penser que le meurtrier l'a lavé, la peau quant à elle est livide, presque blanche, comme si elle avait été totalement vidée de son sang. Quantité de sang qu'on n'a pas trouvé sur la scène de crime d'ailleurs. Quant à la liste des sévices, elle est accablante et en dit beaucoup sur ce qu'a pu endurer la victime. Sur le crâne, une blessure provoquée par un objet contondant et dans la région du cœur, 3 coups de couteau. Mais c'est surtout les mutilations qui frappent les esprits. Elles sont d'une précision extrême, elles sont si nettes et symétriques que le médecin légiste lui-même est impressionné. Les plans musculaires ont été respectés rigoureusement. Pour lui, aucun doute, c'est une opération réalisée sur une table et qui a mis plus d'1h30. 1h30 à découper une jeune femme. Ils n'ont pas affaire à un amateur, l'auteur maîtrisait parfaitement ses gestes et aurait utilisé un scalpel ou une lame extrêmement fine. Face à ces premiers éléments, 2 hypothèses émergent. La première, le tueur est médecin ou chasseur. En bref, un homme habitué à la découpe. La deuxième, il a voulu effacer ce qui faisait d'elle une femme, une sorte de punition de féminité ou de sa sexualité. Et si cette hypothèse s'avère vraie, il y a de très fortes chances que Mokhtaria connaisse son agresseur. Chapitre 2, une jeune femme indépendante. Les policiers cherchent donc à comprendre qui était Mokhtaria Chaïb et qui était son entourage. Très vite, un portrait se dessine. Pas simplement celui d'une victime, celui d'une jeune femme en pleine émancipation. Au moment de sa mort, Mokhtaria étudie la sociologie à l'université de Perpignan. Mais son rêve, c'était de devenir infirmière.
Elle avait raté le concours une première fois, mais comptait bien le retenter. Elle n'en aura malheureusement pas le temps. Cette résilience, c'est sûrement ce qui la caractérisait le plus. Au foyer, elle était l'une des plus déterminées à se construire un avenir. Elle voulait réussir et elle était convaincue qu'elle y arriverait. Globalement, elle mène une vie d'étudiante classique, les cours, les amis, les sorties, mais Mokhtaria ne passe pas inaperçue. Ceux qui l'ont croisée parlent d'une femme solaire, plein de vie, avec une personnalité forte et un magnétisme naturel. Elle attire les regards et elle l'assume. Mokhtaria avance, libre, sans demander la permission. Mais cette liberté, on ne lui a pas donnée. Elle l'a conquise de force. À 17 ans, elle s'oppose frontalement à son père qui tente de la marier au Maroc. Elle refuse. Pour échapper à ce destin, elle demande elle-même son placement au foyer. C'est le procureur de la République qui valide son dossier et lui offre cette indépendance tant rêvée. Ironie tragique du sort, c'est ce même homme qui, 2 ans plus tard, l'identifie sur une scène de crime. Ce contexte, il conforte une idée, celle d'une punition pour sa vie libérée. Et le suspect est tout trouvé, le père de Mokhtaria. Annoncer la mort d'un enfant, c'est l'une des épreuves les plus redoutées par un enquêteur. C'est un moment lourd où les mots semblent toujours insuffisants face à la douleur. Mais cette fois, rien ne se passe comme d'habitude. Le père de Mokhtaria n'apprend pas la nouvelle chez lui, entouré des siens, il l'apprend au commissariat entre 2 questions. Mais très vite, la piste s'effondre. Le père Chaïb est simplement trop faible physiquement pour avoir commis un tel meurtre. Les fils sont ciblés à leur tour. Mais là encore, ça ne colle pas. Et la thèse de la punition pour sa vie débridée ne tient pas elle non plus. Sa famille avait accepté sans discuter son refus de se marier. Le nom de Mokhtaria avait été respecté. La piste s'arrête là, et dans cette affaire, elle sera loin d'être la seule sans issue. Les enquêteurs changent de direction et se replongent dans la soirée du 20 décembre 1997. Ce soir-là, le vent souffle en rafale. La pluie tombe sans interruption. Les rues se vident, la ville se replie sur elle-même, personne ne traîne dehors, personne, ou presque. Mokhtaria, elle, est chez un ami. Il s'appelle Brice, il a 20 ans, ils passent la soirée ensemble et contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, il n'y a rien d'ambigu. Depuis quelques minutes, elle veut rentrer, histoire de se changer et de prendre du temps pour elle. Elle attend une accalmie, mais le temps passe et la météo ne se calme pas. Brice lui propose, en toute logique, de rester et d'attendre le lendemain. Mais la jeune femme a vraiment envie d'entrer chez elle. Problème, son foyer n'est pas tout près. Il faut compter 40 minutes de marche contre seulement quelques minutes avec le scooter de son ami. Mais ce soir-là, Brice n'a pas le courage de ressortir. Il refuse de la raccompagner, sans imaginer une seconde que ce choix va le hanter toute sa vie. Fidèle à elle-même, Mokhtaria n'abandonne pas son idée et Brice ne parvient pas à la retenir. Il sait que quand elle a une idée en tête, rien ne l'arrête. Elle claque la porte de l'appartement et s'enfonce seule dans l'obscurité. C'est la dernière fois qu'on la voit vivante, une dernière image d'elle, libre et déterminée. Après ça, plus rien. La trace s'arrête là. Chapitre 3, une enquête difficile. Face à la barbarie de la scène de crime, le doute n'est plus permis. Pour la police de Perpignan, c'est le début d'une course contre la montre. Rien n'est laissé au hasard. Près de 40 enquêteurs travaillent sur l'affaire. Parmi eux, un homme expérimenté, Jean-Claude Génie. Un policier rodé, formé au 36 quai des Orfèvres et qui a notamment travaillé sur l'affaire Mérine. Pour lui, comme pour les autres, une évidence s'impose. Si Mokhtaria est rentrée à pied, elle a forcément emprunté l'itinéraire le plus direct. L'avenue de la Gare, puis la rue Courteline. C'est le trajet le plus logique. Le quartier est immédiatement ratissé, chaque rue, chaque recoin, mais rien, aucun témoin, aucune trace, aucun élément permettant de comprendre ce qui s'est passé pendant ces 40 minutes. Puis, 6 jours après la découverte du corps, on a trouvé quelque chose. Enfin, une chaussure de femme pas loin de la scène de crime. Mordillée et déplacée, probablement par un chien, peu importe, ils le savent et le moindre indice est bon à prendre. Quelques heures plus tard, rebelote, la seconde chaussure est retrouvée, elle était au bord du jardin d'une maison voisine et plus exactement, juste devant un muret. Ce détail intrigue Jean-Claude. Pourquoi ?
Parce que pour lui, une chose est claire, la chaussure n'a pas été jetée d'une voiture. Celui qui l'a laissée là se trouvait à pied. Et s'il était à pied, alors il y a de fortes chances qu'il connaisse le quartier, mieux qu'il y vive. Pendant que les policiers cherchent des indices, le visage de Mokhtaria est partout. Dans les journaux, à la télévision, dans les vitrines, son regard devient familier aux habitants de Perpignan. Ils ne l'ont jamais oublié, les fêtes laissent place au deuil, à un autre type de commémoration, une marche blanche organisée en mémoire d'une enfant du pays. Les jours passent et dans la population, le calme revient, la vie reprend. Personne n'imagine que ce meurtre n'est que le début d'une série de drames qui vont traumatiser la France. Mis à part peut-être certains policiers qui voient dans la sauvagerie de ce meurtre l'acte d'un récidiviste, d'un individu qui n'est pas à son coup d'essai, ils pensent à un serial killer et pour cause, on est en pleine période Guy Georges, Tissier, Holm. Les tueurs en série sont à la mode et on les redoute. Chapitre 4, le suspect idéal. Les policiers cherchent un profil très spécifique. Un médecin ou un homme qui connaît l'anatomie. Ils ont fouillé dans toutes les directions, amants, étudiants en biologie, médecins, camarades de licence, mais le dossier s'essouffle et sans indice solide, ils ont l'impression d'être dans une impasse. À la fin des années 90, l'ADN est encore loin d'être une science exacte et les techniques sont encore à leur début. Le premier vrai suspect de l'affaire est trouvé grâce à un pressentiment fondé sur aucun indice. Si je peux le dire un peu vulgairement, c'est du flair de flic et il est bon. Ce flair, c'est celui de Jean-Claude Génisse. En ressassant les profils de médecins, il se rappelle d'une histoire de son club de foot. Un des jeunes avait été confronté à des propositions inappropriées d'un adulte. Il était médecin. À l'époque, Génisse l'avait convoqué et lui avait mis un coup de pression pour qu'il reste loin du club. Et puis, plus rien. L'homme n'avait pas recommencé, mais ce qui l'intéresse, c'est que le type d'origine péruvienne vit dans le quartier des aviateurs, c'est-à-dire juste à côté de la gare. Bingo, le profil est idéal. Par chance, il se rappelle de son nom, Andrés Palomino Barrios. À ce stade, rien ne permet de relier le crime avec l'homme, mais les enquêteurs ont tellement peu de pistes que tout est bon à prendre. Sans trop y croire eux-mêmes, ils demandent à la juge d'enquêter et surveiller l'homme. Elle donne le feu vert, il remonte dans son passé, et ce qu'il découvre n'a absolument rien de rassurant. Premier élément, Andrés n'est pas inconnu des services de police. En 1995, il est arrêté pour une affaire de faux papiers. Il fabriquait des identités, puis dénonçait ses propres clients. Mais c'est pas ce qui est le plus important, non, c'est plutôt qu'il travaillait à l'hôpital de Narbonne, alors qu'il n'avait aucun diplôme. Lorsqu'ils viennent le chercher, l'information est terrifiante. Il est en train d'opérer. Face aux policiers, il perd tout contrôle. Il crie, s'agite et va jusqu'à suriner dessus pour paraître fou. Mais ce qui est vraiment fou, c'est pas lui, c'est son parcours. Palomino Barrios est arrivé en France dans les années 80 et il est parvenu sans aucun diplôme à être employé dans pas moins de 18 établissements hospitaliers en tant que médecin, parfois en tant que chirurgien. Non mais enfin, c'est une folie quand même. C'est l'hôpital de Narbonne qu'il avait viré une première fois pour incompétence en 93 et qu'il avait réengagé en 95 sans se rendre compte que c'était la même personne. C'est complètement lunaire. En 96, il fait de la prison pour cette histoire de falsification. Qu'il monte sur ça, très bien, mais de là à faire de lui un meurtrier, le gouffre est immense. Les policiers vont vite le combler avec une découverte. À Narbonne, il faisait de la chirurgie viscérale, ciblée sur la partie basse du ventre. En gros, les parties intimes. Alors, simple coïncidence ou coupable, pour l'heure c'est un peu léger, alors il lance une opération de surveillance pour essayer de mieux cerner le personnage. L'homme a un comportement étrange, mais rien de plus. Alors, on questionne le voisinage. Le soir du meurtre, il a discuté avec les voisines, et une leur apprend que Palomino a nettoyé son camion orange le lendemain de la mort de Mokhtaria. Évidemment, il ne le faisait jamais, mais le climax de ces interrogatoires, c'est une femme qui s'appelle Margot, et qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à la victime. Tellement que les policiers ont cru voir un fantôme. Le soir du meurtre, elle portait une veste de la même couleur que Mokhtaria, sauf que fausse joie,
elle n'a rien à dire de négatif sur le faux médecin et n'a aucun élément contre lui. Pourtant, dans l'esprit des enquêteurs, cette ressemblance ne peut pas être qu'un détail. C'est beaucoup trop gros. Elle vient donc semer la graine d'un scénario bien plus complexe auquel ils vont longtemps croire. Ce soir-là, Andrés aurait fait des avances à Margot, elle les aurait refusées et il aurait vu rouge. Plus tard dans la rue, il croise une jeune femme qui lui ressemble, il pense la connaître, mais malheureusement, il se trompe. La jeune étudiante aurait simplement été victime d'une erreur, hypothèse qui arrange bien les policiers et qui expliquerait pourquoi la victime et le meurtrier n'avaient aucun lien direct. Hypothèse qui fait surtout complètement abstraction du fait que Margot affirme qu'il ne lui a jamais fait d'avance. C'est à se demander, les enquêteurs tiennent-ils enfin le bon suspect ou ne sont-ils pas en train de construire une conviction sur une piste qui les arrange ? À défaut de preuves irréfutables, les policiers choisissent de forcer le destin. Le 22 janvier 1998, ils perquisitionnent l'appartement d'Andrés et derrière la porte du numéro 35 de la résidence Montserrat, le spectacle est innommable. Aucun mot ne semble assez fort pour décrire ce chaos. Sans parler des conditions d'hygiène épouvantables, il n'y a pas d'électricité, des cartons sont scotchés aux vitres, des vêtements de femmes, d'hommes et d'enfants traînent partout par terre. Dans la salle de bain, il trouve des bacs d'eau qui lui servent à se laver et à tirer la chasse, et finalement, un élément intéressant, une trace de sang. Palomino Barrios n'est peut-être pas coupable, mais il est définitivement un personnage très particulier. Les policiers pensent avoir assez d'éléments pour l'interroger, et intérieurement, ils espèrent que l'homme va avouer, parce qu'ils ont une conviction, ils tiennent leur homme. L'interrogatoire est difficile, le Péruvien nie. Toujours la même réponse à chaque question, no. C'est simple, il a rien vu, il a rien fait et il ne sait rien. Affaire pliée ? Non, pas avec les enquêteurs qui continuent de croire que l'homme est lié au meurtre, alors ils le travaillent, pendant des heures. L'homme de 47 ans affirme qu'au moment du meurtre, il n'était pas à Perpignan. Il se trouvait de l'autre côté de la frontière en Espagne, il rendait visite à un prêtre, mais n'a pas de preuves. Les voisines, quant à elles, affirment l'avoir vu dans la résidence en début de la soirée du 20 décembre. Autre contradiction, il nie avoir lavé son fourgon. En fait, c'est simple, il nie absolument tout. Même les évidences, comme le fait qu'il ait volé tous les objets retrouvés chez lui. Sauf que son compte en banque le fait mentir. Il ne dépense rien, pas un centime pour vivre, il écume même les œuvres de charité françaises et espagnoles. Pourtant, Palomino ne manque pas d'argent. Il possède un patrimoine de plus de 600 000 francs et il est propriétaire d'un appartement à Toulouse. Drôle de personnage. Mais les incohérences ne s'arrêtent pas là. Alors qu'il parle parfaitement français, Palomino exige un traducteur. Une première est appelée, elle est colombienne, il refuse. Il veut un Péruvien. Pourtant, lorsqu'on le tutoie, il réagit immédiatement. Il corrige les policiers et leur rappelle qu'il connaît ses droits et va jusqu'à menacer de porter plainte pour abus. À un moment, l'atmosphère bascule. Après lui avoir dit qu'ils comprennent qu'il ait pu déraper, l'homme quitte son attitude froide et semble sur le point de parler. Et on frappe à la porte. Tout le monde sursaute, c'est l'avocate. Les enquêteurs le sentent, ils viennent de louper, peut-être, les aveux du meurtrier de Mokhtaria. Il dira même plus tard qu'il était sur le point de leur mentir. Personne ne comprend exactement ce qu'il veut dire par là, mais le doute s'installe dans l'assemblée. Les policiers ont un regret, ne pas avoir bloqué l'accès à la salle d'interrogatoire. Matériellement, on trouve pas grand-chose. Dans son fourgon, aucune trace de sang, aucun cheveu, rien, mais on trouve rien qui l'innocente non plus. Le prêtre qu'il est allé voir en Espagne dit ne tout simplement pas se souvenir de s'il l'a vu ou non. Son alibi tombe à l'eau. À ce stade, les preuves sont quasi inexistantes, mais un élément dans son passé joue en faveur des enquêteurs. Son passage en Bretagne en 1990. Au même moment, une femme de 30 ans avait été assassinée avec des traces de violences sexuelles. Point culminant de cette découverte, elle avait rendez-vous avec un médecin le jour de sa mort. On l'a jamais retrouvée, même si les soupçons sont forts, les policiers ne peuvent rien faire de cette information, tous les éléments à charge, l'ADN, les scellés, ont été détruits. On le comprend vite, son profil trouble profondément les enquêteurs. D'un côté, son parcours médical, sa connaissance de l'anatomie qui le désigne comme un suspect idéal, de l'autre, sa vie chaotique, désordonnée, presque marginale qui ne correspond pas du tout au portrait de l'assassin.
Un homme méthodique, sûrement de bonne famille, hyper intelligent. Peu importe les contradictions, il devient quand même le suspect principal et il est mis en examen pour assassinat avec acte de barbarie. Si la justice est encore loin de s'être prononcée, l'opinion publique, elle, a déjà condamné Palomino Barrios. Les mutilations prennent alors une dimension absolument délirante. Ce seraient des rituels incas, des sacrifices ancestraux. Peu importe que de tels rites n'aient jamais existé dans cette civilisation, la presse s'en donne à cœur joie, c'est l'un des plus grands drames de cette affaire. Quand le mystère persiste, le fantasme prend toute la place, quitte à piétiner la vérité. Chapitre 5, Tatiana l'évaporée. Palomino Barrios est maintenant derrière les barreaux, et donc logiquement dans l'incapacité de nuire à nouveau. À ce stade, beaucoup veulent croire que l'affaire est réglée, que l'horreur appartient au passé, mais en réalité, ce que peu savent encore, c'est que l'histoire n'a pas commencé avec Mokhtaria, elle a commencé 2 ans plus tôt, presque dans l'indifférence générale. La première des disparues de la gare de Perpignan, c'est Tatiana Andorrar. Et dans son cas à elle, il n'y a pas de corps, pas d'indices et pas de pistes solides. En résumé, il n'y a vraiment rien. Tatiana a disparu sans laisser aucune trace. Et le lien avec Mokhtaria, le profil de la jeune fille de 17 ans, brune, typée méditerranéenne, jolie et en pleine phase d'émancipation. Elle s'évapore le 24 septembre 1995 entre la gare et son domicile familial à Lioupia, au sud de Perpignan. Ce jour-là, c'est un dimanche. Le temps est doux, le soleil se couche encore tard sur la région catalane, on est très loin de l'ambiance morose du meurtre de Mokhtaria. Un air de vacances flotte encore dans l'air, ou plutôt de week-end festif pour Tatiana. Elle rentre de l'anniversaire d'une copine à Font-Romeu en train. Ses parents, eux, sont à la maison avec des amis. Tatiana appelle pour prévenir qu'elle prend le train jusqu'à Prades, puis qu'elle rejoindra Perpignan. Jusque-là, rien d'anormal. Mais elle rappelle une seconde fois, et c'est vraiment pas dans ses habitudes. Pourtant, rien de grave au bout de la ligne. Elle prévient juste qu'elle rentrera plus tard que prévu. Sa mère promet de l'attendre, elle s'endormira avant que sa fille ne rentre. Le lendemain, toujours personne. Malgré la présence des 3 frères de Tatiana, la maison semble vide. Les parents partent au travail, persuadés qu'elle a sûrement dormi chez une copine et qu'ils s'inquiètent pour rien. Mais en rentrant, toujours personne et surtout pas de traces d'un quelconque passage. L'inquiétude commence à monter, alors ils appellent ses amis. Non, elle n'est pas avec elle, et pire, Tatiana n'est pas allée au lycée non plus. Pour l'établissement scolaire, par contre, rien d'inquiétant là-dedans. Tatiana avait pris l'habitude de sécher les cours, ils ne le savaient pas. En fait, comme dans beaucoup d'affaires, les parents se rendent compte qu'ils ne connaissaient pas si bien leur fille. Et c'est d'une violence absolue. Surtout quand ils comprennent que Tatiana n'était absolument pas à Font-Romeu ce week-end-là. Non, elle était à Toulouse, ce qui lui avait été formellement interdit. Ils savaient que leur fille était en plein changement, que ses fréquentations avaient changé, qu'elle rêvait d'une vie qu'ils ne pouvaient pas lui offrir, mais qu'elle aille aussi loin, non. Le lundi soir, les parents se rendent à la gendarmerie de Tuire, la ville juste à côté. Et comme souvent dans ce genre d'affaires, on ne les prend pas au sérieux. C'est une fugue, attendez, elle va rentrer, revenez demain. La fugue. Extérieurement, c'est ce qui paraît le plus probable. Ils n'y pensent pas une seconde. Dans un mois, elle doit fêter ses 18 ans et elle a absolument tout prévu. De la soirée costumée à ses cadeaux, une chaîne IFI et un voyage au Brésil pour voir son grand-père. Définitivement, ça ne tient pas. Le lendemain, c'est-à-dire le mardi, on les envoie à Toulouse, à la brigade des mineurs. 3 heures de route pour rien. 3 heures pour qu'on leur dise, grosso modo, on n'est pas dans un film américain ici, les jeunes, on les retrouve. Mais cette assurance ne dure pas. Très vite, des incohérences apparaissent, les détails ne collent pas, et en un rien de temps, l'inquiétude gagne aussi les autorités. Le temps presse et le parquet décide alors d'ouvrir une information judiciaire. Il faut le faire tant que Tatiana est toujours mineure. Une décision qui permet de traiter sa disparition pour ce qu'elle est peut-être déjà, autre chose qu'une simple fugue. Les jours passent et le visage de Tatiana apparaît peu à peu dans la presse. Dans Perpignan, à ce stade, on s'inquiète mais sans trop. Puis un appel change tout. C'est un jeune militaire qui a composé le numéro des Andorrar pour parler à Tatiana.
Visiblement, il était passé à côté des avis de recherche. Quand le père de Tatiana lui dit qu'elle a disparu entre Toulouse et Perpignan, sa réponse est catégorique. Non, c'est pas possible. Il était dans le même train que la disparue. C'est d'ailleurs là où elle lui a donné son numéro, enfin plutôt le numéro de la maison. Tatiana avait donc bien prévu de rentrer, et il l'affirme, ils sont bien arrivés à la gare de Perpignan. Grâce à cette information, le périmètre de recherche se restreint, mais c'est pas tout, elle était partie de la gare par la rue Courteline, et prévoyait de faire du stop, sûrement au niveau du café Figuière, qui était connu pour ça. 7 mois plus tard, un routier témoigne enfin. 7 mois pendant lesquels le temps a déjà effacé trop de traces. Il dit avoir pris en stop une jeune brune correspondant parfaitement à Tatiana au péage de Perpignan le samedi 23 septembre aux alentours de 12h30. Et à la description, il n'y a aucun doute, c'est bien elle. Ce témoignage n'est pas anecdotique parce qu'il contredit la version des parents qui affirment que Tatiana est partie après 14h. L'incohérence est telle que les Andorrars seront soupçonnés un temps de l'enlèvement de leur propre fille. Ils finiront par être blanchis, un coup de couteau de plus pour cette famille qui n'a jamais cessé de se battre. Pendant des années, sans jamais s'arrêter, ils vont placarder des affiches partout, mais pas seulement, ils vont plus loin que ça, ils écument les bars, les gares, les rave parties. Marie-Josée la mère va jusqu'à se faire embaucher dans un club pour adultes, persuadée que Tatiana a pu être enlevée par un réseau de prostitution. Pendant des semaines, ils visionnent des films à caractère sexuel, espérant et redoutant à la fois apercevoir leur fille dans un coin d'image. Ils ne trouvent rien. Mais coup de massue en mai 97, par courrier ils reçoivent ce qu'ils redoutaient plus que tout, l'instruction est close. Tatiana Andorrar disparaît officiellement, sans corps, sans vérité, sans suspect. Enfin, jusqu'en 1998, un suspect, ils en ont un, et il est derrière les barreaux. Andrés Palomino Barrios. Les enquêteurs espèrent qu'il finira par avouer, pour Mokhtaria, mais aussi pour Tatiana. Ils pensent être à 2 doigts de mettre un point final sur cette affaire macabre, mais à peine 6 mois plus tard, cet espoir se brise, un nouveau nom apparaît sur la liste. Chapitre 6, une nouvelle disparition inquiétante, Marie-Hélène. On est maintenant le 16 juin 1998, toujours à Perpignan. La Coupe du Monde se joue en France et partout dans le pays, le quotidien s'est mis sur pause. La soirée s'annonce douce, l'air est encore chaud, les terrasses sont pleines, les rues animées, et partout on sent l'effervescence d'un jour de grand match. 6 mois plus tôt, le meurtre de Mokhtaria Chaïb avait plongé la ville dans l'effroi. Mais ce soir-là, ce souvenir semble lointain, comme relégué au second plan. La vie a repris ses droits. Ce soir, le Maroc affronte le Brésil, et ici cet affrontement est très suivi. D'une part parce qu'il est en France, et de l'autre parce que la ville compte une importante communauté marocaine. Au même moment, le téléphone sonne à Toulouse, dans la banlieue de Perpignan. Un appel comme il en existe des milliers, pourtant après celui-ci, plus rien ne sera jamais pareil pour la famille González. La mère, Concepción, décroche. À l'autre bout de la ligne, Nelly, la meilleure amie de leur fille, Marie-Hélène, qui téléphone pour savoir si sa copine est bien rentrée. Sauf que la réponse n'est pas celle qu'elle attendait. Directement, Nelly panique. Concepción, elle, pas encore. Il doit y avoir une explication. Après tout, il n'est pas si tard que ça, et Marie-Hélène a dû simplement s'attarder. Rien de plus. Elle peut franchir la porte d'une seconde à l'autre. Ce soir-là, au cas où la mère de famille ne fermera pas la porte à clé, malheureusement, elle ne s'est jamais ouverte. Mais pour l'heure, elle ne peut pas attendre sans rien faire. Si sa fille est quelque part, c'est à la gare. Plus tôt dans la soirée, Marie-Hélène avait appelé pour donner l'heure d'arrivée de son train, mais Madame González ne pouvait pas la récupérer. Pas de problème pour Marie-Hélène, habituée à se débrouiller seule, elle va rentrer par ses propres moyens. Sous-entendu, quand on connaissait la jeune femme de 22 ans, je vais faire du stop. À la gare, s'il y a du monde partout, pour Concepción, la ville est vide. Le résultat est sans appel, Marie-Hélène a disparu. La police est alertée et elle prend immédiatement le cas au sérieux. Pas de temps d'attente parce qu'elle est majeure, pas de « c'est une fugue, elle va revenir ». Non, la police de Perpignan réagit de suite,
Comme très souvent dans ce dossier, ils le savent, l'homme peut recommencer à tout moment et une disparition de femme ne peut pas être prise à la légère. Justement, l'une des premières choses que les enquêteurs se disent en voyant le profil de Marie-Hélène, c'est qu'il est très proche de celui de Moctaria et de Tatiana. Ils enquêtent sur la disparue. Marie-Hélène González est très belle, a des cheveux noirs, très apprêtée, très souriante, et une force de caractère certaine. Elle a fait un BTS de vente avant de devenir saisonnière, l'hiver au Ménuire et l'été sur la côte méditerranéenne, et quand elle manquait d'argent entre les deux, il lui arrivait de faire de petits jobs comme dans la boucherie. Dans sa vie, il ne se trouve rien qui puisse prédire une telle fin. À Argelès, elle vivait chez sa meilleure amie, Nelly. Les moyens financiers n'étaient pas énormes, mais les deux femmes appréciaient leur colocation et leur vie de jeunes adultes. D'ailleurs, Marie-Hélène aspirait à plus. Issue d'un milieu modeste, elle avait tendance à vivre au-dessus de ses moyens. En clair, elle rêvait de monter l'échelle sociale, tout comme Moctaria et Tatiana. Comme elles aussi, elles aimaient plaire. Et elles plaisaient. Et comme elle encore, elle finissait par disparaître aux abords de la gare. Bref, avant le drame, elle menait une vie presque classique et insouciante d'une fille de 22 ans. Oui, mais pas vraiment. Marie-Hélène semble préoccupée ces derniers temps. Nelly se rappelle d'un coup de téléphone qui aurait laissé son amie silencieuse. Avec qui? Personne ne le sait. Marie-Hélène est très secrète et pas du genre à tout raconter. De là à dire que ça a un lien avec la disparition, rien n'est moins sûr. Le soir de sa disparition, elle rejoint Nelly au camping où elle travaille. Elle porte un haut décolleté, rose fluo, et elle ne passe pas inaperçue. Elles discutent toutes les deux un long moment, mais sans manger. Marie-Hélène fait attention à sa ligne et préfère s'abstenir. C'est un détail qui est important. Face au policier, sa meilleure amie ne se rappelle rien d'anormal, à part peut-être une chose, cet homme bizarre qui les fixait depuis une cabine téléphonique. Et c'est sans problème que Nelly dépose Marie-Hélène à la gare d'Argelès à 21h. Elle lui fait la bise, la regarde partir, et puis on perd sa trace. À Perpignan, ils essayent de refaire l'itinéraire le plus probable de Marie-Hélène, et comme un mauvais clin d'œil à Tatiana et Moctaria, ils passent par la terrible rue Courteline. Si elle est partie en stop, c'est sûrement ici, du même endroit que Tatiana, mais personne ne semble l'avoir vue. Ils tapent aux portes, enquêtent auprès des habitants, mais toujours le même constat, elle semble s'être évaporée. Mais pas pour longtemps. Chapitre 7, un massacre sans nom. Ça fait 10 jours que Marie-Hélène a disparu, son portrait est affiché dans toute la ville, mais l'enquête ne donne rien. On le sait, dans ces cas-là, plus le temps passe, plus les chances de la retrouver vivante diminuent. Et c'est un pur hasard qui va mettre fin au suspense. À quelques kilomètres de là, un homme s'arrête sur un chemin de terre près de la Neuf. Il se dirige vers une décharge sauvage, et là, au moment où il finit de se soulager, il sent une odeur insoutenable. On est en plein été, la déchetterie pue, mais il comprend tout de suite que ce n'est pas une odeur normale. Il s'approche pour en avoir le cœur net, il regarde sous un tapis, et ce qu'il voit n'a rien à faire là. C'est un pied humain. La police se rend sur place et tout recommence. D'abord, les constatations. Le corps est dans un état de décomposition extrêmement avancé. L'odeur est telle que certains policiers doivent respirer à travers un mouchoir imbibé d'eau de Cologne pour tenir. Mais cette odeur, ceux qui l'ont sentie ne l'oublieront jamais. Et pourtant, elle n'est rien comparée à ce qu'ils ont sous les yeux. La violence est inouïe, encore un cran au-dessus de celle infligée à l'étudiante en sociologie. Le corps est découvert en position quasi fétale, la mise en scène est atroce, la victime n'a plus de main, ni de tête, sa poitrine et son bas-ventre ont été mutilés et elle a été complètement éventrée. Exactement comme Moctaria. C'est la signature de celui qu'on surnommera plus tard l'ogre de Perpignan. Tous comprennent immédiatement, le meurtrier a recommencé. Un tueur en série rôde dans les rues de Perpignan et il est toujours en liberté. Autour du cadavre, il n'y a pas de sang, elle n'a pas été tuée ici. Sur un carton juste à côté, les enquêteurs découvrent les viscères asséchés de la jeune femme. L'expression est dure, peut-être inappropriée, mais elle a littéralement été mise en pièces. Quant à la tête et aux mains, elles sont introuvables.
Les policiers ont beau ratisser la zone centimètre par centimètre, ils ne trouvent rien. On apprend alors le détail de trop, celui qui donne l'impression que le sort s'acharne. Les éboueurs sont déjà passés dans le secteur, les chances de les retrouver sont quasi inexistantes. C'est un mystère de plus dans cette affaire qui en compte déjà beaucoup trop. C'est loin d'être fini, un autre point vient compliquer le travail des enquêteurs, le lieu. C'est véritablement le pire scénario pour eux. Non seulement la décharge regorge d'ADN et d'objets qui n'ont rien à voir avec l'affaire, mais en plus l'endroit est totalement à l'abri des regards. Pas un voisin, pas un témoin, personne pour donner le moindre indice. À ce moment-là, les policiers n'ont aucune preuve qu'il s'agit bien de Marie-Hélène. Mais tous en ont la conviction. Les similitudes sont trop nombreuses et c'est la seule jeune femme portée disparue dans le coin. Très vite, c'est confirmé, l'annonce à sa mère est une épreuve. Depuis 10 jours, Concepción venait sans cesse aux nouvelles, toujours pleine d'espoir, mais cette fois, la vérité est là et elle est cruelle. Enlever Marie-Hélène ne semblait pas suffire, le meurtrier s'est arrangé pour que sa famille ne puisse pas lui dire adieu. Dans un tel état, impossible de leur montrer le corps. C'est donc, en toute logique, qu'en interne, les enquêteurs croisent les dossiers et les traitent comme une seule et unique affaire. Dans ce cas précis, la justice semble avoir retenu la leçon. Perpignan ne sera pas un énième crash judiciaire à la Guy Georges, Fourniret ou encore Pierre Chanal. Si les policiers ont fait le lien, la presse ne met pas longtemps non plus. Et ce qui devait arriver arriva, c'est la psychose. Les jeunes femmes ne traînent plus près de la gare, les rues se vident dès que le soleil se couche, et l'inquiétude monte parmi les habitants. Chaque personne devient un agresseur potentiel, Perpignan vit dans la peur, il ne fait plus bon vivre. Chapitre 8, des pistes en cul-de-sac. À ce stade, le bilan est maigre. Même l'inspection du petit hameau d'à côté n'a rien donné, et en prime, aucun témoin, aucun mouvement suspect. Cependant, une question dès le début obsède les policiers. Pourquoi avoir emporté la tête et les mains ? Retarder l'identification pour gagner du temps, c'est le plus probable. Peut-être parce que le meurtrier savait que la victime pouvait être reconnue rapidement, peut-être parce qu'elle le connaissait et que le lien serait fait rapidement. Et c'est pas tout, l'autopsie révèle un détail de taille, Marie-Hélène avait mangé du riz peu avant sa mort. Sauf qu'elle avait refusé de dîner avec Nelly. Mais alors, avec qui ? Si elle a partagé un repas, c'est qu'elle connaissait probablement son agresseur. Les policiers se tournent alors vers l'entourage de Marie-Hélène. Sa meilleure amie Nelly évoque un homme dont elle n'a jamais vraiment parlé, un photographe d'une 60aine d'années avec qui la jeune femme entretenait une relation discrète. Il la prenait en photo, lui offrait des cadeaux, l'emmenait parfois en voyage. Bref, leur lien était assez particulier pour éveiller la curiosité des enquêteurs. Mais le soir de sa disparition, il a un alibi en béton. Il est à l'étranger. Piste fermée. Dans les bureaux de la PJ, c'est le débat. Deux clans s'affrontent. D'un côté, il y a ceux qui croient à la thèse de l'homme invisible, c'est-à-dire qui sont persuadés que le tueur est un monsieur de tout le monde, quelqu'un de bien éduqué qui passe totalement sous les radars. Mais de l'autre côté, une partie des enquêteurs refuse de lâcher Palomino Barrios. Alors oui, il est en prison au moment des faits, mais pour eux, ça veut pas dire qu'il est innocent. Ça voudrait plutôt dire qu'il a un complice. Quelqu'un qui aurait copié sa méthode pour essayer de le faire innocenter. Et il y a un détail qui les conforte dans cette idée. Cette fois, les mutilations sont beaucoup plus grossières. Comme si quelqu'un d'autre avait essayé d'imiter sa signature. C'est d'ailleurs l'une des rares fois où les hommes de la PJ envisagent non pas un, mais deux meurtriers. Quoi qu'il en soit, qu'ils penchent d'un côté ou d'un autre, ils n'ont toujours rien, et surtout, ils ont moins puisque Andrés Palomino Barrios a été innocenté et remis en liberté. Ils ressortent plus de 50 dossiers, interrogent tous les profils suspects de la ville et les éliminent un par un. Mais rien. Fin août 98, une nouvelle hypothèse émerge et cette fois-ci, elle a du poids. Au moment où les experts travaillent dans la décharge sauvage après la découverte de Marie-Hélène, une voiture est arrivée et a fait demi-tour dès qu'elle a vu les policiers. Le comportement est pour le moins suspect. Cette voiture, elle vient du hameau juste à côté. Et dans ce hameau, il y a un homme au casier judiciaire bien plein. Entre autres pour agression sexuelle. Bingo, il a le profil. Il s'appelle Élie Radondi.
Le 20 août, à 6h du matin, la police débarque chez lui et fouille tout. Ils trouvent des armes, des livres de médecin, des taches brunes dans sa voiture. Rien ne va dans le sens de son innocence. En garde à vue, il s'énerve, il nie tout, il crie son innocence et quand on lui montre la photo du corps de Marie-Hélène, il la repousse violemment. Il a l'air vraiment secoué et écœuré. Sincérité ou jeu d'acteur, les policiers doutent. Mais c'est finalement la science qui va l'innocenter, la tache dans la 2 chevaux. C'était du sang animal, et son demi-tour devant la décharge, il n'était juste pas en règle avec ses papiers, il voulait éviter les flics. Rien ne le relie au meurtre, il est remis en liberté. Encore une fois, la piste s'effondre et ils n'en ont pas 10 000. Ce qui leur manque, ils le savent, c'est ce petit coup de pouce du destin, ce hasard qui mène au dénouement de l'affaire. Mais la chance n'est définitivement pas de leur côté et a même tendance à leur jouer des tours. En novembre 98, ils sont appelés en urgence à Bordeaux, un corps de femme a été découpé et les organes génitaux ont été prélevés. Mais prenant connaissance du dossier, l'espoir chute. Il s'agit d'un drame conjugal et les mutilations ne correspondent pas. Comment ils en sont sûrs ? Dans la presse, il y a un élément qui n'a pas été révélé, c'est que les organes génitaux prélevés par le Jack l'Éventreur perpignanais incluent l'anus. Là, c'est pas le cas. Les enquêteurs décident quand même d'interroger le mari meurtrier, et ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont bien fait. Ils réalisent que la découpe des parties intimes ne prend pas du tout 1h30 comme l'avait dit le médecin légiste de Mokhtaria. L'homme a mis moins de 10 minutes. Mais en plus, il l'a fait à même le sol, sans table. Pour la PJ, c'est le choc, ça veut dire que le tueur n'est peut-être pas un médecin, et qu'ils font fausse route depuis le début. Nous sommes désormais à la fin de l'année 1998, et enfin, la roue tourne pour les enquêteurs. Le 30 décembre, un feu dérape dans un champ au sud de Perpignan. En éteignant les flammes, un pompier pensait trouver des cendres. Ils ont trouvé pire, une tête, 2 mains et une bague dans un sac. Le meurtrier sort de l'ombre, comme s'il narguait les enquêteurs, parce que ce sac, il est fortement probable qu'il l'ait posé récemment. Le lieu n'a pas l'air d'un hasard. Le père et les oncles de Marie-Hélène y ont travaillé. Coïncidence troublante ou tentative délibérée d'orienter les soupçons. Les enquêteurs s'interrogent, d'autant qu'un détail refait surface. Près du corps, des mois plus tôt, un cartable d'écolier avait été retrouvé, portant un nom qui ne correspond à aucun élève connu en France. Comme si le tueur semait volontairement de fausses pistes, comme s'il jouait avec eux. Face à cette mise en scène, les policiers cherchent à comprendre à qui ils ont affaire. Un profileur est consulté. Selon lui, l'auteur pourrait être animé par une haine profonde des femmes, avec un comportement déviant et une possible dimension sexuelle dans les mutilations. Mais ces conclusions divisent. Le profilage, c'est tout récent à l'époque. Le grand public a connu ça avec le silence des agneaux. Mais sur le terrain, les profileurs passent souvent pour des charlatans. Certains pensent en effet comme lui qu'il s'agit d'un seul homme, d'autres n'écartant pas la possibilité de plusieurs auteurs. Une chose en revanche ne fait plus de doute, celui qu'il traque est organisé, patient et surtout, il est encore libre. Le 25 avril 2000, à Lyon, l'enquête rebondit à nouveau de façon spectaculaire. Un Espagnol de 45 ans, Esteban Reir, est arrêté alors qu'il nettoie le sang d'un homme qu'il vient de démembrer. Très vite, la PJ de Perpignan fait le rapprochement. Reir vivait près de la gare lors du premier meurtre. Et il travaillait près de Argelès lors du second. Il correspond en tout point au profil qu'il recherchait. Il est violent, instable et surtout, le plus accablant, il possède cette effrayante maîtrise de la découpe. Les policiers n'en demandaient pas tant, le suspect idéal leur est servi sur un plateau d'argent, c'est presque trop beau. En garde à vue, ils alternent entre délire et provocation, évoquant même les meurtres de Perpignan devant les témoins. Mais alors que les enquêteurs pensent tenir leur coupable, la preuve formelle manque. Puis en 2002, Reir se pend dans sa cellule, emportant ses secrets dans la tombe. Et avec lui peut-être une part de la vérité. Dans la presse, l'affaire des disparus de la gare s'évanouit peu à peu, et avec elle, le souvenir de Tatiana, Mokhtaria et Marie-Hélène. Pourtant, juste après les meurtres, des théories de plus en plus folles ont inondé les kiosques, dont une en particulier, et si le meurtrier était un fan de Dali. Les policiers ne ferment aucune porte. Après tout, cette théorie tient la route. Si l'on suit leur piste principale, celle d'un homme soigné qui s'y connaît en anatomie,
alors pourquoi pas en art? Cette hypothèse, elle est farfelue certes, mais elle vient pas de nulle part. La gare de Perpignan, pour le peintre, c'est une vieille obsession. Il y voit le centre de l'univers. Mais si je résume grossièrement, c'est plus une référence à sa double culture. Pour l'instant, c'est un peu léger, c'est pas vraiment ce qui a permis de faire le lien. Non, c'est un détail bien plus macabre, un tableau sur lequel on voit un corps de femme démembré, et la ressemblance avec les crimes est troublante. Faut-il maintenant chercher les indices des prochains crimes dans les œuvres du peintre? L'énigme à la Da Vinci Code est tentante, mais les enquêteurs n'y croient pas, et rapidement les similitudes sont renvoyées au rang de simples coïncidences hasardeuses. Pourtant, le mal est fait, le buzz est tel que les disparus de Perpignan dépassent les frontières pour un moment seulement, avant de sombrer lentement dans l'oubli. Mais un nouvel événement va à nouveau bouleverser le dossier. Chapitre 9, la dernière disparue, la disparue de trop. « 3 ans. C'est le temps qu'il a fallu pour que l'enfer recommence. Le 9 février 2001, c'est au tour de Fatima de disparaître sans aucune explication. Elle a 23 ans, elle est étudiante et elle possède exactement le profil qui semble fasciner le tueur. Brune, bouclée, jolie, méditerranéenne. Ce soir-là, elle quitte son job chez Darty pour rentrer chez elle à pied. Une collègue la voit s'éloigner, personne ne la verra arriver. Elle portait une jupe noire, une veste en daim, des talons, sous le bras un livre emprunté à la bibliothèque universitaire dans lequel elle a glissé son bulletin de paye. Un détail banal, presque dérisoire, qui va se révéler crucial. Chez les Hydraou, l'inquiétude monte de suite. Elle devait rentrer avant 19h, dès 19h30, sa sœur l'inonde d'appels. Mais le téléphone sonne dans le vide. Fatima est une jeune fille sérieuse, très respectueuse des règles de sa famille, très stricte et très traditionnelle. Alors, un retard sans prévenir, c'est pas envisageable. Ce silence, ils le savent, ils présagent le pire, ils préviennent immédiatement la police. Au commissariat, les policiers comprennent de suite. Le profil, le secteur, tout ramène au triangle maudit. Le rhum a encore frappé, il n'y a pas de temps à perdre. C'est un contre-la-montre qui commence pour peut-être retrouver Fatima vivante. Au sein de la PJ, c'est l'état d'alerte. Le dispositif déployé pour retrouver Fatima est colossal. Perpignan se transforme en forteresse, personne ne peut entrer ou sortir de la zone sans passer entre les mains des forces de l'ordre. Les patrouilles quadrillent chaque mètre carré, les rues sont bouclées et des bouchons interminables se forment sous l'effet des contrôles systématiques. On interroge, on fouille, on traque le moindre indice, le nom de Fatima est sur toutes les lèvres, mais la réalité est cruelle, ce déploiement de force arrive trop tard. Elle aussi s'est volatilisée, là aussi la même certitude s'impose, Fatima n'a pas fugué, son compte bancaire ne bouge pas pendant les jours qui suivent sa disparition et elle n'a pas emporté d'affaires. Elle n'aurait pas non plus fait du stop, ni fait confiance à un inconnu. C'est une jeune femme discrète, prudente et attachée à ses valeurs familiales. La thèse d'un départ avec un amoureux ne tient pas non plus, pour la simple et bonne raison qu'elle souhaite se préserver avant le mariage. Pour l'instant, rien ne la rapproche des autres victimes, sauf que son profil est plus complexe. Fatima rêve d'indépendance et de liberté, au point de s'opposer à certaines traditions familiales. Et sur ce point, la ressemblance avec Mokhtaria est fascinante. Avec un tel profil, les enquêteurs en viennent à une conclusion glaçante. Elle connaissait probablement son agresseur. Comme les 3 autres, une question s'impose. Ces 4 jeunes femmes ont-elles croisé le même homme? Pour l'instant, aucun nom n'apparaît dans les 4 dossiers. Les jours passent, mais cette fois, c'est pas une fausse piste qui attend les enquêteurs, c'est un miracle. Un pur hasard, une accumulation de petits détails qui vont pouvoir débloquer l'affaire. Il a d'abord fallu que le vent se lève, il a fallu qu'un homme remarque un papier traîné sur un parking et qu'il ait la curiosité de le ramasser. Et enfin, qu'il fasse le lien. Parce qu'en regardant ce papier de plus près, il réalise que c'est un bulletin de paye, le nom dessus est sans appel, Fatima Hydraou. Preuve que la campagne de recherche n'a pas servi à rien. Mais la chance ne s'arrête pas là pour les enquêteurs. En interrogeant le responsable du magasin, il lui demande si par hasard, il n'aurait pas vu quelque chose d'étrange. La réponse est oui. L'homme se souvient d'une Opel Vectra blanche le soir du 9 février. D'abord, il y prête pas attention, il a l'habitude que des couples illégitimes viennent y faire leurs affaires. Sauf que cette fois,
il entend un cri et voit une jambe sortir côté passager. Une jambe de femme en jupe. La femme tente de sortir de la voiture, mais le conducteur la retient et la ramène violemment dans l'habitacle. Il ne fait rien, pour lui c'est une dispute de couple banale. Il aurait suffi d'un peu de curiosité et de courage pour demander si tout allait bien, et peut-être que Fatima n'aurait jamais été dans la colonne fait divers. Au cas où, pour la forme, les policiers demandent sans trop y croire s'il a noté la plaque d'immatriculation, la réponse du gérant les sidère, oui, il a noté la plaque. Les enquêteurs n'y croient toujours pas, mais l'identification n'a pas été aussi simple. Il y avait 2 erreurs dans le relevé, mais le reste était assez solide pour finalement remonter jusqu'à un nom, Marc Delpech. Chapitre 10, un homme perturbé. Marc Delpech, c'est un homme banal et sans histoire qui ne se fait pas remarquer. Mais dans les jours qui suivent la disparition de Fatima, son comportement intrigue immédiatement son entourage. Le 9 février, jour de la disparition, il ne se présente pas au travail. Il arrive avec près de 5 heures de retard. Livide, méconnaissable. Ceux qui le voient ce soir-là parlent d'un homme absent et ailleurs, comme vidé. Les soirs passent et il continue de travailler dans son bar, le San Diego. Mais quelque chose a changé, il oublie ses commandes, se trompe, fixe le vide. Son frère remarque aussi une blessure à la main, la faute au bricolage. L'explication passe sur le moment. Chez lui, à Canet, ses voisins notent également un changement brutal. Marc ne sort plus, les volets restent fermés toute la journée, sa femme et sa fille sont en vacances en Lorraine, lui reste seul, enfermé dans le pavillon familial. Une semaine plus tard, il les rejoint. Là-bas aussi, son comportement inquiète. Il dort mal, se couche plus tôt, semble avoir besoin de parler, mais ne dit rien, comme si quelque chose pesait sur lui. Du côté des enquêteurs, on le cherche. À son domicile, il n'y a personne. L'info tombe rapidement, le suspect est toujours à l'autre bout de la France, en Lorraine. Ils ne réfléchissent pas, il faut faire vite, très vite. 7 heures de route, pied au plancher, et évidemment sans la moindre pause. L'enjeu est double, ils doivent arriver avant 21h pour respecter l'heure légale de perquisition. Mais surtout, ils ont cette pensée qui les obsède, Fatima est peut-être encore vivante. Le soir, 21 février, Marc Delpech est effectivement chez ses beaux-parents en Lorraine. Pendant que les policiers sont à pleine vitesse sur l'autoroute, lui est en famille. L'ambiance est calme, presque normale, puis une voiture se gare devant la maison. Marc regarde par la fenêtre et son visage change. Il comprend immédiatement, il se lève, il cherche une issue, mais c'est trop tard. Le commandant Marteil entre et il lui pose une question. Où est-elle ? À ce moment-là, le temps s'arrête, puis Delpech répond sans émotion « Je l'ai jetée au Cap Béar ». Personne ne parle, personne ne bouge, puis sa femme hurle et pleure. Lui reste immobile. Il vient d'avouer. Les policiers l'embarquent immédiatement, direction Perpignan. Pendant le trajet, il est calme, il est presque détaché. Il explique qu'il connaissait Fatima, qu'ils s'étaient rencontrés quand elle travaillait en caisse au Leclerc, puis qu'ils avaient sympathisé avant de devenir amants. Mais le 9 février, elle l'aurait menacé de révéler leur relation à sa femme, alors il panique, il l'étrangle dans sa voiture. Puis rentre chez lui, place le corps dans un sac, le transporte jusqu'au Cap Béar, un endroit qu'il connaît bien. Il enfile une combinaison de plongée, nage au large et abandonne le corps dans l'eau. Ensuite, il entre chez lui, pleure un coup, puis reprend sa vie comme si de rien n'était. Sur le papier, tout semble cohérent. Trop cohérent peut-être. Très vite, les enquêteurs doutent. Le Cap Béar n'est pas un endroit isolé comme il le prétend. C'est un site escarpé, certes, mais surveillé, fréquenté par des pêcheurs, des promeneurs, et surtout la route est semée de policiers et de douaniers. S'y rendre la nuit, transporter un corps, entrer dans l'eau et disparaître sans être vu relève déjà de l'exploit. Mais un détail achève de fragiliser son récit. Lors de la perquisition, les policiers retrouvent dans sa cave la combinaison et les palmes qu'il affirme avoir utilisées ce soir-là. Elles sont intactes, couvertes de poussière et de toiles d'araignée. Tout indique qu'elles n'ont pas été utilisées depuis longtemps. Sa version, pourtant si précise, commence à se fissurer. Un pompier sportif entraîné tente de reproduire ses gestes, mais il galère.
Peu probable étant donné que Marc Delpech n'a absolument rien d'un athlète. Non, Marc Delpech n'a rien d'un prédateur ou d'un surhomme, c'est plutôt le gros nounours par excellence, inoffensif, un peu effacé, mais c'est justement ce qui le rend dangereux, et c'est pour ça qu'il coche la case principale du tueur de Perpignan, un homme lambda, banal, au-dessus de tout soupçon. Chapitre 11, Fatima et l'étang de Canet. Puis, le hasard frappe une nouvelle fois. Sur les rives de l'étang du Canet, l'eau finit par reculer et révèle ce qu'elle cachait depuis des jours. Un corps. Fatima. Elle est là, à quelques kilomètres seulement de chez Marc Delpech, enfouie dans la boue, sur le ventre, les jambes prises dans la vase. Sa peau est devenue pâle, presque blanche. Sur son visage, des traces de coups. Le reste de son corps est intact, pas de mutilation. Marc Delpech aurait-il été pris de court et n'aurait pas eu le temps de couper le corps? Est-ce qu'il essayait d'utiliser un nouveau mode opératoire? Si il a menti sur le lieu du corps avec autant de précision et d'aisance, les enquêteurs le savent, il peut aussi mentir sur le reste. Il le confronte à ses mensonges et finit par livrer une version un peu plus probable. Surtout sur un point, l'adultère. Parce que s'il y a bien un truc que les proches et les policiers ne croient pas, c'est ça. Les quelques échanges retrouvés entre eux sont anodins. Des mails sans importance venant uniquement de Marc, et ce sont des blagues. À l'époque, c'était à la mode de faire passer les mails humoristiques. Rien de personnel, il y a bien eu un certificat médical pour un arrêt médical de la jeune femme, fait par le père médecin de Marc, mais rien de plus. Rien qui ressemble à une liaison. Rien qui explique pourquoi cette jeune femme prudente, méfiante, aurait accepté de le suivre seul la nuit, et finalement, il finira par se mettre à table. Il serait tombé par hasard sur elle et aurait proposé de la raccompagner par ce froid de décembre. Elle aurait hésité, mais aurait fini par accepter. Là, il aurait prétexté devoir faire une course au Leclerc, ce à quoi elle ne s'oppose pas. Mais arrivé sur le parking, il lui dit qu'il a besoin de lui parler, mais qu'il veut pas qu'ils soient vus ensemble. Elle hésite, mais ne bouge pas, peut-être par politesse. Il l'amène devant le fameux magasin et lui aurait dit qu'il voulait avoir un rapport avec elle. À ce moment-là, elle aurait eu un regard dédaigneux, il aurait pété les plombs et l'aurait étranglée. Lorsqu'il relâche enfin la pression, Fatima ne réagit plus. Elle est morte, et à cet instant précis, tout bascule. Au lieu d'appeler les secours, au lieu de tenter quoi que ce soit, il choisit de dissimuler ce qu'il vient de faire, il rentre chez lui et enroule son corps dans des sacs poubelles, puis fait passer Fatima du siège passager vers le coffre, puis referme soigneusement la voiture comme s'il pouvait encore contenir la réalité dans ce coffre. Et le plus glaçant, c'est ce qu'il fait ensuite. Il ne cherche pas immédiatement à se débarrasser du corps, il part travailler. Toute la soirée, il est derrière son bar, il sert des clients, échange des banalités, encaisse des consommations, alors que dans son garage, dans l'une de ses voitures, repose le corps sans vie d'une jeune femme à qui il vient d'ôter la vie. Ce n'est qu'au milieu de la nuit, vers 3h du matin, lorsqu'il est certain que plus personne ne circule, qu'il reprend le volant et conduit jusqu'à l'étang de Canet. Un endroit sombre, isolé, qu'il connaît suffisamment pour penser qu'il pourrait y faire disparaître toute trace. Il ouvre le coffre et tire le corps pour le jeter dans l'eau froide. Il pense qu'en un geste, son crime va disparaître. Mais dans le noir, tout dérape. Il trébuche, chute et perd même le cadavre dans l'obscurité. Il s'acharne, essaye tant bien que mal d'enterrer Fatima sous la vase, avant de finir par lâcher prise, en espérant simplement que la boue fera le reste. Le récit est chaotique, un comportement qui ne ressemble pas à celui d'un routard du crime. Face aux enquêteurs, il admet également l'avoir entravé avec du ruban adhésif et évoque un viol, puis se rétracte, comme par hasard, au moment du retour de l'autopsie, quand il apprend que le corps est si détérioré que rien ne prouve légalement qu'il a abusé d'elle. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'après l'avoir tuée, il a continué à vivre pendant plusieurs jours, répondant même à une amie de Fatima qui lui a demandé si elle n'était pas passée dans son bar. Marc Delpech a avoué, le corps a été retrouvé, l'affaire semble résolue. Mais pour certains policiers, quelque chose ne colle pas. Pas complètement, pas avec les autres disparitions. Pas avec Mokhtaria, pas avec Marie-Hélène. Mais le récit du camouflage du corps n'est-il pas lui aussi un mensonge? Comme celui du Cap Béar. Rien ne peut l'assurer, alors une question persiste toujours, y a-t-il d'autres victimes de Marc Delpech?
Et Tatiana, Mokhtaria et Marie-Hélène en font-elles partie? Chapitre 12, Marc Delpech, un prédateur à une ou plusieurs proies. 3 heures. C'est le temps alloué aux enquêteurs pour interroger Delpech sur l'ensemble des disparus de la gare. Pourquoi ? Parce que rien ne le relie directement et techniquement aux 3 autres dossiers. Officiellement, Marc Delpech n'est inculpé que pour le meurtre de Fatima, et uniquement pour celui-là. Malgré les similitudes troublantes avec les crimes de la gare, malgré les années d'enquête, malgré l'intime conviction de certains policiers, il n'existe aucun élément matériel permettant de le relier juridiquement aux disparitions de Mokhtaria, de Marie-Hélène ou de Tatiana. La justice fonctionne sur des preuves, pas sur des intuitions, alors, faute de mieux, les enquêteurs n'ont que 3 heures d'interrogatoire. 3 heures pour tenter de faire vaciller un homme qui, peut-être, détient à lui seul la clé d'une énigme vieille de plusieurs années. Les policiers essaient tout pour le faire craquer, ils misent sur une fracture psychologique et espèrent que sa femme abandonne. Mais elle fait bloc. En gros, s'il pense qu'il a tout perdu, il pourrait parler, mais si sa famille l'attend dehors, il risque de tout faire pour passer le moins de temps en prison. Mais même menacé de perdre la garde de sa fille, sa femme ne lâche pas. Et Marc Delpech, du coup, il tient. Il nie tout, répète qu'il ne sait pas découper un corps, il reste de marbre, enfin, à l'exception d'un moment, un quart de seconde terrifiant qui en dit long sur le double visage du personnage. Pendant l'interrogatoire, il fixe un stylo posé sur la table. Le policier le retire par réflexe, Delpech le regarde alors dans les yeux et lâche froidement « J'aurais pu m'en servir pour faire du mal ». Le froid s'installe, c'est la seule fissure. Le seul instant où le monstre a montré son visage. Puis, il y a le Graal, un élément tellement troublant que la mère de Tatiana restera persuadée, même 30 ans après la disparition de sa fille, que Marc Delpech est bien le responsable. C'est sûrement le détail de cette histoire qui m'a le plus fasciné pendant mes recherches. En fouillant la maison, les policiers tombent sur des coupures de presse sur les disparus de la gare. C'est suspect, mais c'est rien comparé aux écrits de Delpech. Au premier abord, ce sont de simples ébauches de romans policiers. Étrangement, le héros n'est autre que le patron du bar San Diego, le nom de son bar dans la vraie vie. Jusque-là, rien de criminel, une simple fantaisie, mais en tournant les pages, il tombe sur un chapitre qui les glace. Son titre, c'est « Tatiana ». Est-ce que c'est une coïncidence ? Le contenu prouve le contraire. Il y raconte l'enlèvement d'une lycéenne, brune, de 17 ans. Elle est seule, elle fait de l'autostop rue Courteline. Le trajet, le lycée, la personnalité, absolument tout correspond à Tatiana Andujar. Pour les enquêteurs, c'est une certitude, ils tiennent leur homme. Mais la réalité juridique est plus complexe. Un roman reste de la fiction. Par définition, ce n'est pas une preuve et ça ne peut pas être considéré comme un aveu. La vérité semble pourtant être là, écrite noir sur blanc, où Marc Delpech est juste un homme attiré par le morbide qui a longuement étudié l'affaire Tatiana Andujar pour trouver l'inspiration. C'est pas impossible, mais ça paraît un peu gros. À la fin de son interrogatoire, il pose une question dérangeante. S'il sort, les enquêteurs pensent-ils qu'il va recommencer ? Comme s'il avait 2 visages, un gentil et un mauvais, et qu'il ne savait pas lui-même de quoi il était capable. Chapitre 13, le procès du tueur de Fatima. Le 16 juin 2004, près de 6 ans après la mort de Fatima, le procès de Marc Delpech s'ouvre devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales. L'audience est pleine à craquer, l'ambiance est tendue. Dans la salle, il y a les journalistes, les curieux, les anonymes venus apercevoir celui que la presse surnomme déjà le Jack éventreur français. Mais surtout, il y a les familles. Celle de Fatima, évidemment, et plus discrètement, celle de Mokhtaria, de Marie-Hélène et de Tatiana. Officiellement, Marc Delpech n'est jugé que pour un seul meurtre. Officieusement, tout le monde est là dans l'espoir que le procès fasse avancer les autres dossiers, que le monstre parle. Lorsque Marc Delpech entre dans le box, la tension est à son comble. Tous les regards se tournent vers lui. L'homme a changé, il est plus lourd, en résumé, plus fermé. Il porte sur lui le poids de l'incarcération. Son visage est marqué par des cernes profondes. Il porte une tenue claire, soigneusement choisie pour inspirer la confiance. Il ne laisse rien paraître. Pas d'émotion, pas un geste de trop.
juste un regard fixe, presque vide. À quelques mètres de lui, la famille de Fatima fait face. Sa sœur prend la parole, sa voix tremble parfois, mais ses mots restent dignes. Le moment éprouvant et déchirant, elle parle de Fatima, de sa douceur, de sa vie, de tout ce qui lui a été arraché. Dans la salle, le silence est total. Marc Delpech, lui, répond aux questions sans conviction. Il est sous antidépresseur et il semble shooté complètement ailleurs. Il maintient sa version, il reconnaît l'avoir tué, mais nie toujours le viol. Il évoque un geste qui aurait échappé à son contrôle, un simple moment de panique, une impulsion qui n'est pas lui, bref, une tragédie qu'il n'aurait pas voulu, mais face à lui, personne ne croit plus à l'accident. Après 3 jours d'audience, le procès touche à sa fin. 3 jours pendant lesquels les familles ont dû revivre l'insoutenable. L'émotion est très forte. L'avocate générale prend la parole en dernier. Pour elle, il n'y a aucun doute. Les mensonges, les contradictions, l'état du corps, tout indique que Fatima a été victime d'un viol. Elle demande la réclusion criminelle à perpétuité. La défense, elle, tente de sauver ce qui peut encore l'être. Elle parle d'un homme ordinaire, d'un père de famille, d'un homme qui a dérapé sans préméditation. Elle demande à la cour de ne juger qu'un homme, pas un symbole. Le délibéré paraît interminable pour Marc Delpech, mais aussi pour les familles qui espèrent que justice leur sera rendue. Quand ils reviennent, Marc Delpech se lève. Il reste immobile, même quand le verdict tombe. 30 ans de réclusion criminelle, dont 22 ans de période de sûreté. Mais pas de perpétuité. La préméditation n'est pas retenue. Dans la salle, la déception est immense. Pas parce que la peine est trop faible, mais parce que le procès n'a répondu qu'à une seule question. Marc Delpech était-il seulement le tueur de Fatima, ou bien celui que les enquêteurs traquaient depuis le tout début ? Il fait appel de sa condamnation en espérant que le jury de Montpellier, plus citadin et moins touché par l'affaire, soit plus indulgent. La stratégie est claire, obtenir une réduction de peine. Mais le calendrier joue contre lui. Entre les 2 procès, le climat en France a changé. Nicolas Sarkozy est devenu ministre de l'Intérieur. Il mène une campagne de tolérance zéro. Le procès de Montpellier n'aura rien changé. Il écope de la même peine. La justice est faite pour Fatima, mais pour les autres, il faut espérer qu'un jour, la lumière pourrait être faite sur ce qui est arrivé à Tatiana, Mokhtaria et Marie-Hélène. C'est sûrement ça le pire pour les familles. Comme d'habitude, c'est de ne pas savoir. Dans l'opinion publique, le coupable est tout trouvé. Et très vite, ce qui apparaissait comme une énigme judiciaire haletante redevient un drame comme un autre, qu'on évoque et dont les gens se rappellent à peu près. Mais heureusement, ceci n'est pas la fin de cette vidéo. Chapitre 14, le vrai routard du crime. En 2014, un ADN match. Et ce qu'on n'osait même plus espérer se réalise, le mystère de la gare de Perpignan va sûrement prendre fin. Un nom est sorti, Jacques Rançon. Jacques comme le prénom de celui par lequel on a cessé de le comparer, Jack l'Éventreur. Pour les policiers, la nouvelle a un goût amer. Ce nom, ils le connaissent, ils l'ont déjà eu entre les mains, ils l'ont même interrogé. Jacques Rançon est passé entre les mailles du filet, alors qu'il traînait derrière lui un casier judiciaire long comme le bras, rempli de viols et d'agressions sexuelles. En remontant le fil de sa vie, les enquêteurs découvrent l'itinéraire d'un prédateur comme la France n'en a jamais connu. Tout commence en Picardie dans les années 60. Rançon grandit dans une famille très modeste, sans amour, entre un père violent et une mère handicapée. Moi j'en avais peur. Ah oui? Oui, j'en avais peur. Pourquoi? Parce qu'il avait un sale regard. Moi je me méfiais de lui, je restais jamais tout seul avec lui. À Aï, son village, les Rançons sont connus pour les mauvaises raisons. Dès 1974, à seulement 15 ans, il agresse Marilyn, une adolescente, pour la violer. Il est arrêté, mais la plainte est classée. Le père de la jeune fille l'a déjà corrigé et les gendarmes estiment que la punition suffit. Difficile à l'époque de se douter que le petit Jacques Rançon n'avait rien d'un petit criminel. Adulte, Rançon est un homme instable. Il se marie, bat sa première femme et divorce. Dès qu'il est seul, il rôde. On se rend compte que les périodes où il ne tue pas sont celles où il est en couple. En 1992, il utilise la manière forte pour arriver à ses fins. Il envoie la voiture d'une inconnue au fossé pour la violer. Il est condamné à 8 ans de prison. Je vous fais pas un dessin, vous savez très bien ce que je vais vous dire. Il sort au bout de 5 années en 1997. L'année où il arrive à Perpignan.
l'année où il tue Mokhtaria. À Perpignan, Rançon vit en toute impunité. Le plus dingue, c'est qu'il ne se cache pas. Avec sa nouvelle compagne, Lolita, qui est blonde, pas brune, il s'installe à quelques mètres seulement du terrain vague où l'on a retrouvé Mokhtaria. Plus tard, il déménage à moins d'1 kilomètre du domicile de Marie-Hélène González. Il vit littéralement au milieu de ses victimes. En 1999, il est pourtant réentendu par la police. Il avait encore percuté la voiture d'une femme pour l'agresser. C'est pas un vrai loupé à l'époque. Il n'est qu'un détraqué parmi des dizaines et des dizaines d'autres. Et concrètement, rien ne le relie directement au meurtre de la gare. Sans compter que les enquêteurs cherchent un médecin, un génie du mal, un homme soigné. Mais en 98, l'histoire devient plus tragique. Plus agaçante même. Alors que les services ont pris soin de toujours croiser leurs dossiers, un cas n'est pas transmis à la cellule de la gare. C'était malheureusement celui qu'il fallait transmettre. Dans ce dossier, on a du mal à savoir si c'est le sort qui s'acharne sur eux, ou si même avec la meilleure volonté du monde, le système judiciaire entrave le bon déroulé d'une enquête. Peu importe, le mal est fait. En 1998, donc, une femme survit par miracle à une agression atroce rue de Belfort, juste à côté du lieu du crime de Mokhtaria. Un homme l'a éventrée avant de fuir. Elle donne tout aux policiers. Son portrait, notamment ses dents dans un état catastrophique, sa voix et un détail crucial, l'agresseur lui a dit que c'était son anniversaire le 9 mars. C'est la vraie date de naissance de Rançon. Mais l'affaire est classée sans suite. Pire, la PJ n'est même pas saisie. Jacques Rançon vient de gagner 16 ans de liberté supplémentaire. C'est en voyant le portrait de son agresseur à la télévision en 2014 que la victime l'a reconnu. Ce n'est pas la police qui a fait le lien. Ce jour-là, cette femme a compris qu'elle avait survécu au pire, qu'elle était une miraculée. Alors, comment l'a-t-on enfin coincée ? Grâce à un juge d'instruction qui a eu le flair d'attendre que la technologie progresse pour analyser une chaussure de Mokhtaria. Mais surtout, grâce à Lolita, victime des violences de Rançon, elle porte à nouveau plainte en 2014. Il était comment cet homme avec vous, avec ses enfants ? Il m'a levé plusieurs fois la main dessus. La première fois, ça a été quand j'étais enceinte de ma fille. Ensuite, les coups, ils étaient un peu plus réguliers. C'est cette plainte qui fait entrer l'ADN de Rançon dans le fichier national, le fameux FNAEG. 3 mois plus tard, le match tombe. Le timing est fou. Si l'analyse de la chaussure avait été faite 3 mois plus tôt, Rançon serait encore libre. L'arrestation n'a rien d'un film d'action. Les policiers ne tombent pas sur un génie du mal, mais sur un homme vieux, portant des sacs de course. Jacques Rançon est massif, 120 kg pour 1m75. Il est négligé, son hygiène est douteuse et ses dents sont dans un état catastrophique. C'est un homme sans grande conversion qui se laisse embarquer sans résistance. À la PJ, le choc est immense. Les enquêteurs réalisent qu'ils ont cherché pendant 20 ans un profil qui n'existait pas. Ils cherchaient un médecin soigné, méthodique, presque élégant. Ils sont presque déçus. Ils ne se retrouvent pas face à un détraqué impulsif, non ? Rançon les désarçonne complètement. Il est respectueux, presque effacé, mais sous cette apparence inoffensive, l'homme est une forteresse. Chapitre 15, les aveux terribles. Pendant plus de 30 heures, 38 heures exactement, il nie. C'est très long. Jacques Rançon ne craque pas, peu importe la technique utilisée par la PJ. On l'emmène sur le terrain vague où Mokhtaria a été retrouvé, espérant un signe, une émotion, rien. Le temps passe, trop vite pour les enquêteurs qui voient la vérité en train de leur échapper. À 2h du matin, il ne reste plus que quelques heures avant la fin légale de la garde à vue. En fait, petit point important, en 48 heures de garde à vue, les suspects ils sont très loin de faire 48 heures de questions. Entre les rapports administratifs et les procédures, le temps pour interroger est très court. Mais c'est au moment où il commence à ne plus y croire que l'histoire bascule. Une enquêtrice accompagne Rançon pour une pause cigarette. Dans le calme de la nuit, hors salle d'interrogatoire, elle tente le tout pour le tout. Elle lui parle de choses banales, de la vie, de ses enfants, et sans qu'elle n'ait le temps de réaliser, Rançon avoue. Comme si il se soulageait enfin. À 2h54, l'aveu tombe officiellement. Le soulagement dans les couloirs de la PJ est indescriptible. Il faut imaginer presque 20 ans d'espoir et de déception qui prennent fin. Les anciens, ceux qui ont passé leur vie sur ce dossier, sont prévenus. Cet aveu, c'est pas juste la fin d'une histoire, c'est un travail d'équipe et une promesse finalement tenue, celle qu'ils avaient fait implicitement aux victimes,
on vous rendra justice. Cette nuit-là, personne ne dort, tous veulent voir le visage de celui qui leur a échappé pendant 17 ans. Jacques Rançon raconte alors son arrivée à Perpignan, 2 jours seulement après sa sortie de prison. Pourquoi Perpignan ? Parce que sur la carte, c'était le point le plus au sud, le plus loin possible de son passé. Mais ces démons ont voyagé avec lui. Le soir du 20 décembre 97, il sort de son hôtel près de la gare. Il y a une tempête, les rues sont vides, puis il aperçoit Mokhtaria. C'est pas une traque organisée, c'est la loi de l'aléatoire. Ça aurait pu être n'importe qui, mais c'est tombé sur elle. Sous la menace d'un couteau, il l'entraîne dans les herbes hautes, elle se débat, elle hurle qu'elle va appeler la police. Pour Rançon qui s'est promis de ne jamais retourner en cellule, c'est l'arrêt impensable. Il la tue pour la faire taire. S'il la découpe, ce n'est pas par rituel artistique, c'est par calcul. Il veut supprimer toute trace de son passage. Il lui faut à peine 5 minutes pour mutiler le corps. 5 minutes. J'insiste sur cette donnée. C'est celle qui a participé à créer le plus grand angle mort de cette enquête, celle d'une opération longue faite par un médecin. Il n'en était rien. Puis il rentre à l'hôtel, ni vu, ni connu, pourtant couvert de sang, et jette les organes dans une bouche d'égout. En prison, Rançon tente de revenir sur ses aveux, il invente une histoire ridicule, Mokhtaria aurait trébuché, il lui aurait juste rendu sa chaussure, ce qui expliquerait son ADN dessus. Personne n'y croit, il nie le viol, mais la science l'accable. On retrouve des résidus de sperme dans la bouche de la victime, les dernières minutes de Mokhtaria ont été un calvaire sans nom. Pour Marie-Hélène Gonzalez, le mystère est plus long à percer car il n'y a pas d'ADN. Rançon finit par lâcher le morceau par épuisement. Le scénario est le même. Mais avec une variante terrifiante, le stop. Marie-Hélène venait de manger près de la gare, elle rentrait chez elle, il l'a prise dans sa Fiat Uno blanche, elle lui a fait confiance, mais au lieu de rentrer à Toulouse, il bifurque vers un chemin isolé. Elle comprend, elle panique, il l'étrangle avec un câble électrique. Lors de la reconstitution, une scène va traumatiser les policiers. Tous découvrent le visage du meurtrier. La dernière chose que les victimes ont vue, et c'est effrayant. En mimant la scène, il transpire à grosses gouttes, il suffoque. Son regard est celui d'un fou. À ce moment-là, Rançon est un humain, mais il n'a plus rien d'un homme. Puis, ses gestes deviennent précis. Il mime la décapitation et l'ablation des mains. C'est là qu'il commet une erreur de calcul. Il affirme avoir coupé les pieds parce qu'il dépassait du tapis. Mais les pieds de Marie-Hélène étaient bien là, toujours soudés à son corps. C'est d'ailleurs eux qui ont permis de la découvrir. On lui dit qu'elle n'a pas les pieds coupés, mais il insiste, il est sûr de lui. Confronté par la juge qui lui dit grosso modo que non, il esquisse un sourire. Alors ça devait être une autre. Cette phrase restera comme l'une des plus effroyables de l'affaire Jacques Rançon. L'homme invisible était un psychopathe au sens littéral. Un homme incapable de remords. Pour l'anecdote, il a même versé de l'argent dans la cagnotte organisée pour les obsèques de Marie-Hélène. Le cynisme est total. Cet homme que personne ne semble vraiment comprendre est attendu par les familles. Rendez-vous à son procès. Il devra enfin affronter le regard des miraculés, celles qui ont survécu pour raconter l'horreur que les autres ont emportée dans la tombe. Chapitre 16. Un procès sous haute tension. Mars 2018, le palais de justice de Perpignan est littéralement en état de siège. Après 2 décennies d'errance et de pistes sans issue, le tueur, l'ogre, le monstre ou encore le Jack l'éventreur de la gare a enfin un nom, Jacques Rançon. Dans le box, l'homme qui apparaît ne ressemble pas au prédateur des polars. C'est un homme massif, au regard fuyant et aux traits lourds. Il est négligé, sale et il est très antipathique. Sa froideur est telle qu'il semble presque s'ennuyer face à l'horreur qu'on lui rappelle. Ce que l'instruction et les débats aux assises mettent en lumière, c'est le profil d'un homme ravagé par ses propres failles. Jacques Rançon n'est pas un génie du crime. C'est un récidiviste complexé, hanté par l'idée que les femmes le quittent à cause de sa sexualité. S'il cible des victimes si jeunes, c'est pour qu'elles s'assurent qu'elles n'aient aucun point de comparaison au lit, pour ne pas subir leur jugement. La logique est tordue, mais déjà cette analyse donne quelques éléments de réponse aux familles. Quoi qu'il arrive, peu importe les raisons, elles seront pour eux toujours insuffisantes. Ces passages à l'acte sont des pulsions improvisées, juste des pulsions aléatoires rapides.
Pourtant, les conséquences sont éternelles. Il ne conceptualise même pas le viol. Pour lui, le meurtre n'est qu'une option technique, une solution radicale si la femme a le malheur de résister. Paradoxalement, cet homme, terrifié par le regard des autres, bâcle ses scènes de crime. Il veut effacer ses traces, mais laisse des chaussures traîner. Quant aux mutilations atroces, il nie le fétichisme, il veut juste cacher l'identité de la victime. L'explication est peu convaincante, le fait qu'on n'a jamais retrouvé ceux de Mokhtaria ni de Marie-Hélène laisse plutôt penser qu'il les a gardés au contraire. Mais alors, où ? On ne le saura probablement jamais. L'ambiance dans la salle est électrique, saturée par une douleur qui a duré trop longtemps. Au premier rang, les familles de Mokhtaria Chaïb et Marie-Hélène Gonzalez attendent, les traits tirés, scrutant le moindre geste du monstre. Mais Rançon reste de marbre. Lorsque l'on détaille les mutilations chirurgicales et la sauvagerie dont il a fait preuve, le silence devient insoutenable. Et c'est à ce moment que le tribunal bascule dans le chaos. À l'évocation du calvaire de Marie-Hélène, les frères ne tiennent pas, ils se jettent sur le box des accusés, ils tentent désespérément d'atteindre celui qui leur a tout pris, leur sœur, mais aussi leurs parents et leur vie, entre parenthèses depuis 1998. Et tout ça ne reviendra pas. La scène est déchirante, tous ressentent cette douleur profonde. Les gendarmes interviennent, le calme revient dans les rangs, personne n'oubliera le cri de rage de ses deux frères. Face à eux, Jacques Rançon ne bronche pas, il ne montre aucun remords, aucune trace d'humanité. Quand le président l'interroge sur ses motivations, il se contente de balbutier des excuses qui ne convainquent pas. Elles ont l'air mécaniques, pas naturelles. Sa défense n'a pas convaincu non plus, elle a même énervé. Il ne savait pas qu'il était malade. Voilà, c'est tout. Comme s'il n'était pas l'auteur des crimes, mais la victime d'une maladie qu'il ne contrôlait pas. Pour les proches, c'est insoutenable. Ils ne voient pas un homme malade, mais un prédateur lucide qui a choisi de les laisser dans l'ignorance pendant des années. Des années où lui vivait en toute impunité. Même si la justice tranche, 26 mars 2018, l'injustice est là, dans ces années perdues. Ces souvenirs heureux qui n'ont jamais pu exister, Jacques Rançon prend la perpétuité. La peine de sûreté est de 22 ans. On s'est longtemps demandé qui était le monstre de la gare. Jamais qui étaient les monstres de la gare. On n'avait jamais vraiment envisagé que dans les rues tranquilles de la ville catalane, plusieurs hommes dangereux étaient tapis dans l'ombre. Les policiers cherchaient un tueur en série, ils en ont trouvé un, Jacques Rançon, mais Marc Delpech était là aussi. Tous deux à l'abri de tout soupçon. Jacques Rançon, lui, était loin d'avoir livré tous ses secrets. En 2015, face à la juge, il lâche deux phrases qui en disent long sur les zones d'ombre de ce dossier. La première, « Oui, je suis le tueur de la gare ». La deuxième, celle qui terrifie encore plus, « Un jour, je vous reparlerai ». Il laisse derrière lui un sillage de sang dont on ne connaît peut-être que la surface. En 2021, il est condamné pour un meurtre en 1986. La victime, Isabelle Ménage. Pour chaque victime identifiée, combien de dossiers dorment encore dans des cartons poussiéreux ? C'est abyssal. À Perpignan, la gare a retrouvé son calme, mais pour les familles, le voyage ne s'arrête jamais. Et au milieu de ce massacre, il reste le fantôme de Tatiana. Son dossier a plus de 30 ans. 30 ans à ne pas savoir. Elle aurait 47 ans aujourd'hui. Pendant des décennies, sa famille a vécu au rythme des faux espoirs. Sa mère s'arrête encore parfois dans la rue, persuadée de reconnaître sa silhouette avant que la réalité ne la rattrape. Ils ont tout tenté, les plateaux télé, les appels à témoins, un détective célèbre. Cette attente a tout brisé, la séparation des parents, la perte d'un emploi. Tatiana a disparu et a emporté avec elle la vie de ceux qui l'aimaient. Ce qui les fait tenir, c'est une conviction qui s'est forgée sur 3 éléments. Le premier, le manuscrit chez Marc Delpech. Le deuxième, un objet découvert dans les affaires de Tatiana pendant un déménagement en 2001. Un flyer, mais pas n'importe lequel. Dessus, écrit noir sur blanc, San Diego, le bar de Delpech. À l'époque, il n'en est pas encore le propriétaire, mais il est déjà en train de se renseigner pour l'acheter. La coïncidence est troublante. Mais l'élément le plus probant, c'est un souvenir d'une blague faite à Tatiana par son père.
Alors qu'il a perdu son travail, elle lui dit qu'à Port-le-Cat, là où elle travaille l'été, elle connaît quelqu'un qui pourra l'aider. Il s'appelle Marc, comme le frère de Tatiana, et son nom de famille fait rigoler et chanter son père. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Delpech. Le plus terrible, Marc Delpech est sorti de prison depuis. Il vit actuellement libre. Je close dossier avec une conviction. On découvrira un jour d'autres victimes de Jacques Rançon et avec un espoir, le plus important, qu'un jour enfin on sache ce qui est arrivé à Tatiana.